Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui on s'intéresse au recrutement, à l'entretien d'embauche. Est-ce qu'on peut le rater? Est-ce que c'est préjudiciable, voire rédhibitoire? On en parle avec Flaubert Vuillier, fondateur de la Manufacture RH. Le cercle RH, emploi, business, la guerre du numérique, bien au-delà des enjeux IA, le numérique, les outils numériques, on va en parler avec nos invités. C'est un levier de croissance essentiel dans un monde évidemment hyper concurrentiel. On en parlera avec Alex Bauer et Vincent Béliveau, ils sont nos invités. Fenêtre sur l'emploi, CSRD, ESG et conformité. C'est un peu des acronymes, mais vous voyez de quoi je parle. La CSRD, c'est l'acronyme qui fait peur à tous les RH et à tous les chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut en savoir? On en parlera avec la directrice Europe de l'impact ESG chez Lefebvre Dallos. Elle sera notre invitée à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Flaubert Vuillier, ravi de vous accueillir. Merci Arnaud, bonjour. Bonjour, vous êtes le fondateur de la Manufacture RH et vous utilisez régulièrement ici sur ce plateau et choisissez des thèmes assez disruptifs. Alors celui-ci, il est psychologique, sociologique. Est-ce qu'on peut recruter quelqu'un qui a, on va le dire, je mets des guillemets, foiré son entretien? Ça, c'est le sujet que vous portez. Oui ou non, on peut le recruter? Alors oui, on peut le recruter. Tout dépend de l'échec qu'il a connu, des raisons de son échec. On peut aussi se poser la question, quand il a loupé, est-ce que le recruteur, lui, a été bon? Parce que c'est un match à deux. Hein. C'est un match à deux. Ouais, c'est vrai. Un bon candidat, un bon entretien, c'est comme un match de tennis, il faut être deux. Bon, à un moment donné, est-ce que le recruteur a été bon? Après, il peut y avoir évidemment des loupés qui sont rédhibitoires, ça reste évident. Mais on touche quand même un mythe. L'entretien de recrutement, c'est l'épreuve ultime, c'est l'épreuve des poteaux dans Koh-Lanta, c'est le truc quand même, voilà, tout le monde... On n'endort pas de la nuit la veille. On n'endort pas de la nuit, voilà, c'est quelque chose de très important. Vous nous dites qu'il faut être deux pour faire un bon entretien. Il y a parfois des éléments rédhibitoires, on les met de côté. Il ne connaît pas l'entreprise, il n'a pas le niveau requis, ça c'est rédhibitoire. Oui, c'est le commercial qui n'arrive pas à se vendre. À un moment donné, on va se projeter en se disant, tiens, si lui n'arrive pas à se vendre, bon, ça va être compliqué quand même qu'il vende mon produit demain. Mais quand même, sur le fond, cette espèce de moment ultime dont vous parlez, ça sert à quoi vraiment l'entretien finalement? Disons que ça sert à voir la personne, entre guillemets, sous son meilleur angle. C'est aussi ça le job du recruteur, c'est faire que la personne donne le meilleur d'elle-même, qu'on arrive à se dire, je la projette ou pas dans le poste. Nous, on fait du recrutement, on a des clients qui nous mandatent. Est-ce que je la projette dans le brief que le client m'a donné? Mais il y a évidemment tout un travail à faire en amont pour arriver à projeter ou pas la personne. Mais en creux, est-ce que l'entretien, c'est un juge de paix, réellement? Parce qu'on peut avoir des compétences et passer totalement à côté. Oui, mais on a aussi... Si c'était un juge de paix, on se dirait, la personne qui réussit son entretien, on la prend. Alors qu'on a toutes et tous connu la star de l'entretien, et le jour où il commence, on se dit, mais c'est pas lui, c'est son cousin, c'est son frère. C'est fréquemment arrivé ça. Et c'est pas le même que j'ai vu en entretien. Donc si c'était un juge de paix, dans ce sens-là, on se dirait, ok, il réussit, je prends, mais il y a quand même parfois des échecs derrière. Dans l'autre sens, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui fait que je me dis qu'il a loupé son entretien. Moi, il y a une phrase que je n'aime pas, et pourtant elle est très souvent prononcée en recrutement, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mais le job du recruteur, c'est pas d'avoir des doutes, c'est d'avoir à un moment donné une certitude en levant son doute. Et qu'est-ce qu'il va faire pour lever ses doutes? Alors, il y a quand même un sujet que vous soulevez en creux, c'est le débat de l'oralité. Un petit peu une de mes compétences, enfin je l'espère, c'est de se dire, après tout, on est face à un ingénieur informatique, quelqu'un qui est extrêmement compétent dans le logiciel ou l'outil qui va bien, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas communiquer. Enfin, on le met à l'essai tout de suite pour voir si c'est s'en servir, ou on essaie de le faire parler, lui tirer les verres du nez au risque de le stresser encore plus. Alors déjà, on va le mettre à l'aise, on va lui expliquer que ça ne va pas être sur sa capacité orale qu'on va le recruter, et puis ensuite, on va le mettre en situation, et normalement, là, il va se révéler parce qu'il va être, entre guillemets, dans sa zone de génie, dans sa zone de plaisir, dans ce qu'il maîtrise, et il sera beaucoup plus à l'aise que si on fait un focus sur sa faculté à prendre la parole devant nous.
Donc ça veut dire qu'il faut, en fonction des profils, mettre plus ou moins en situation la personne, parce que l'ingénieur, on a besoin de savoir si un soudeur, c'est pareil, il n'y a pas besoin de faire un entretien d'embauche avec un soudeur. On veut juste savoir s'il s'est soudé. Enfin, vous êtes d'accord? Oui, après on veut voir sa personnalité, on veut qu'il nous parle de lui, on veut qu'il nous parle de sa relation au travail, de sa vie, etc. Donc il faut quand même échanger avec lui. Après, le job à faire aussi, c'est très important. Un entretien de recrutement, c'est comme un concours. Et il faut comparer. Pour comparer, quand on a un poste et qu'on voit des candidats, il faut poser les mêmes questions. Il faut un peu une grille quand même. Il faut une grille. Mais l'entretien, c'est un piège ou c'est une manière de faire éclore le candidat? Parce que c'est vrai qu'on est tellement stressé, on se dit, je me jette dans la gueule du loup. Ça ne doit pas être ça, un entretien. Ça doit justement être une manière de faire éclore le candidat. Alors si notre job, c'est de tendre des pièges au candidat, le job du recruteur, c'est quoi? C'est de transformer une personne, un profil. Moi, je vais faire de la chasse sur LinkedIn. Je dois transformer ce profil LinkedIn en candidat. Pour ça, je dois avoir entendu ce que m'a dit mon client et ce qu'il m'a pas dit aussi. Donc, vraiment poser plein de questions pour comprendre le poste, ok, et le contexte et l'environnement. Ah, bien sûr. Et puis ensuite, aller approcher le candidat, enfin, qui n'est pas encore candidat, qui est juste un profil, la personne, et la transformer en candidat, en lui donnant envie de s'asseoir dans le bureau de mon client. Avant de nous quitter, quand même, est-ce qu'il peut arriver qu'un recruteur se dise, je suis passé à côté, un peu comme on passe à côté d'un match de football, de tennis, et de se dire, je vais me redonner une chance avec ce candidat? Bien sûr. Et c'est, je pense, l'humilité, la remise en question qu'on doit avoir. Un sportif peut se louper, un coach, des très bons coachs, loupe leur match. Ça n'a pas matché. On a le droit de se dire, j'ai peut-être pas été très bon sur cet entretien. On reste des êtres humains. Il peut y avoir plein de choses qui font qu'on n'a pas été bon, qu'on n'a pas ciblé les bonnes choses, ou parfois même le poste évolue un peu. J'ai refait un point avec mon client qui me dit, ah, j'avais oublié de te dire, il y a ci, il y a ça. Et bien là, on redonne la chance au candidat si on se dit, OK, il y a de la matière. Et c'est ça le travail. Et là, le candidat repart de nouveau avec la boule au ventre, il ne dort pas de la nuit et il retourne dans le bureau du recruteur. Non, il se dit plutôt, j'ai une deuxième chance. J'ai une nouvelle opportunité, je vais la saisir. Voilà. Et nous, on est là pour ça, pour changer la vie des gens. C'est un beau métier quand même au final. C'est un très beau métier, en effet, à condition que ce ne soit pas un piège, un show-strap, mais vraiment un moment d'éclosion de la personnalité. Oui, je pense que celui ou celle qui voit ça comme tente des pièges, il a un petit truc à régler au fond de lui, je pense. C'est ça. Merci. 2-3 adresses à lui conseiller. Vous viendrez nous en parler justement de ces recruteurs un peu pervers. Merci Flaubert Vullier. Merci Arnaud. La Manufacture RH, merci de nous rendre visite régulièrement sur le plateau de Smart Job. On tourne une page, c'est le cercle RH, on va parler, alors vous allez le voir, pas exclusivement l'IA qui inonde l'actualité, mais de la transfo numérique plus globale, dans lequel évidemment s'inscrit l'IA. Un outil essentiel, un levier essentiel, et c'est aussi une manière d'engager les collaborateurs. On en parle avec 2 experts, ils sont mes invités dans le cercle RH. Le cercle RH, et on s'intéresse au numérique, à la guerre du numérique. Et vous avez compris qu'évidemment, on allait parler des enjeux d'engagement des collaborateurs, de la résistance de certains collaborateurs à ces enjeux numériques, et puis évidemment d'un enjeu de productivité pour les entreprises, et donc de pouvoir réussir à prendre sa place sur le marché, les marchés très concurrentiels. On en parle avec des experts, et vous avez vu, je n'ai pas utilisé le mot IA, donc ce n'est pas une émission sur l'IA. Alex Bauer, ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur général d'IBM Consulting, avec un ouvrage Défi édition 2024, on y reviendra peut-être, et on voit bien que consulting, c'est la notion de conseil, d'accompagnement des entreprises sur ces sujets et de transfo numérique. Merci d'être avec nous. Et Vincent Béliveau, bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes Chief International Officer chez Cornerstone, qui est un éditeur de logiciels, mais qui prolonge par de la formation et de l'accompagnement à tous ces enjeux numériques. On va parler de l'IA, de toute façon, à un moment donné, l'IA va revenir sur la table, mais je me tourne vers vous. Moi, je pensais, alors vraiment très basiquement, que ces enjeux de transfo numérique étaient derrière nous et que maintenant, il fallait se concentrer sur l'IA générative et qu'on était à fond sur le sujet. Non, pas vraiment. Vous dites non. Les entreprises sont encore dans des transfos numériques quasiment permanentes. Alors déjà, quand vous questionnez les grands dirigeants, vous leur demandez c'est quoi les grandes priorités, 95% vont vous dire c'est la transformation digitale. Donc la transformation digitale est large et elle s'est invitée sur la table des COMEX. Et aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie sans technologie. Et donc, la transformation fait partie des priorités. Pour être concret pour ceux qui nous regardent, parce qu'on n'est pas une émission tech, vous savez, on parle d'emploi, des ressources humaines. Ça veut dire quoi, transfo digital? Ça veut dire on plateformise, on crée des outils numériques pour mettre les payes en mouvement. Enfin, qu'est-ce qu'on fait concrètement?
Alors, il y a une transformation digitale, on travaille sur l'expérience employée, parce que vous parlez effectivement de la notion de DRH. Donc, ça veut dire simplifier, être beaucoup plus agile en interne, améliorer la productivité, améliorer aussi le bien-être des employés. Essentiel. Ça, c'est très important. Vous êtes capable de mesurer? On est capable de mesurer, on est capable aussi, et d'ailleurs il y a des pulses au niveau des surveys qui sont faits auprès de nos employés pour nous assurer qu'effectivement ils sont à l'aise dans leur travail, ils sont épanouis et ils ont aussi les outils pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées. Donc ça c'est sur la partie expérience employée et vous avez aussi l'expérience client qui est effectivement essentielle. Donc l'idée c'est d'être une société qui va interagir avec les clients, qui propose des plateformes, vous citiez la plateforme, qui permet aussi dans un écosystème, parce qu'aujourd'hui on travaille dans un écosystème, de pouvoir travailler avec plusieurs entreprises pour fournir des... Et tout ça, c'est de la transfo numérique, digitale. Exactement. Et on ira jusqu'à l'IA. De votre côté, éditeur de logiciels, vous accompagnez les entreprises. L'accompagnement ne se situe pas uniquement à leur vendre le logiciel, c'est aussi d'accompagner dans la formation. Oui, nous avons deux casquettes. Nous sommes éditeurs de logiciels de gestion de la formation et des talents et des ressources humaines. En ce sens, nous digitalisons la fonction RH et la fonction formation pour nos clients. Et par ailleurs, nos formations et nos outils de formation sont utilisés pour déployer un ensemble de formations et d'accompagnement au numérique pour les collaborateurs dans les petits, moyens et grands groupes. Et donc, on travaille sur ces deux aspects-là. Je rebondirais sur le côté de transformation numérique. Pour moi, c'est un sujet permanent. Il y aura toujours une transformation. Ça ne va jamais s'arrêter, ce sujet. Ça ne va jamais s'arrêter. Et donc, notre accompagnement, c'est vraiment de faciliter la préparation des effectifs pour qu'ils soient prêts, non seulement dans leur travail d'aujourd'hui au niveau numérique, mais également qu'ils soient prêts demain et après-demain, selon les différentes évolutions du marché. Et je le dis sans humour, on n'est pas encore rentré dans le débat qu'on aura à la fin de l'émission sur la place de l'IA et des nouveaux métiers impactés ou les nouveaux métiers qui vont se créer grâce à l'IA. On est vraiment dans la transfo. Les résistances au numérique, parce que ça aussi, on pense que c'est réglé, que tout ça est derrière nous, mais en fait, quand le COMEX décide de faire des transfos, souvent ça a une implication assez lourde dans la vie de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des résistances? Oui, forcément, il y a des résistances parce que... on est tous humains et donc on a l'habitude de travailler avec un certain nombre avec des routines. D'habitude, bien sûr. Je vais citer par exemple parce que lorsqu'on regarde le meilleur exemple, les industries qui ont été disruptées le plus rapidement, c'était donc vous avez les transports, toutes les agences de voyage, mais vous avez aussi la presse. Et lorsque vous regardez, et ça c'est la transformation digitale, c'était il y a 15 ans. Il faut le dire pour la presse, avant c'était des conducteurs faits à la main avec des règles, ensuite on a numérisé l'ensemble des journaux. Exactement. Voilà. Et donc, dans une profession qui est quand même assez syndiquée... Et ça a grincé. Ça a grincé énormément. Et donc, il a fallu, au travers de beaucoup de pédagogie, et surtout une conviction que... avant, on était du temps de Gutenberg, donc c'était Paper-Base, et maintenant, on est au temps de Zuckerberg, qui est effectivement... Et on ne peut pas nier cette évolution. Et si on nie cette évolution, en fait, on se retrouve disrupté et en marge du marché. Donc, et donc à décrocher et voire même à fermer ses portes parce qu'on peut plus faire son conducteur à la réglette, mais que c'est plus rapide et plus efficace de le faire. Même sujet, la résistance. Comment vous la regardez cette résistance? C'est la pédagogie, c'est de la formation, c'est de l'accompagnement? On a le plaisir de travailler avec des clients d'une part de toute taille, d'autre part à travers tous les pays à l'international et enfin à travers toutes les industries. Enfin, la France est spécifique, vous dites, parce qu'on a un système de formation très encadré, très cadré par la loi. Tout à fait, qui donne un avantage à la France sur une véritable volonté d'investir dans la formation. Ceci dit, peut donner un désavantage en donnant trop de règles et de dogmes autour de la façon de faire la formation. Je vous confirme. Que de l'avoir d'une façon plus ouverte. Donc c'est à la fois un plus et un moins. C'est la bureaucratie française, vous qui êtes Canadien. On peut dire ça. Ceci dit, je suis ici depuis 20 ans et je l'apprécie également. Ceci dit, donc sur la notion de digital et de numérique et de résistance au numérique, c'est essentiel de créer une culture du numérique dans toute entreprise. Ça commence par la direction. La direction doit y être engagée. Ce n'est pas optionnel. Pour nous, on l'a vu à travers toutes les industries. Aucun domaine, aucun sujet, aucune entreprise peut se passer du numérique. En fait, le numérique aujourd'hui, c'est le métier. Il n'y a aucun métier, que ce soit le marketing, en fait, il est la chaîne d'approvisionnement. à tous les métiers. À tous les métiers, tout à fait. Ensuite de ça, il y a le sujet numérique lui-même, avec la cybersécurité, l'intelligence artificielle, etc. Et les DSI et les services spécifiques à l'informatique. Mais en fait, tous les métiers aujourd'hui sont impactés. Alors, mais vous, chez IBM, excusez-moi, je suis un peu abrupt, mais vous vendez quoi? Vous faites de la pédagogie, vous les accompagnez à une transfo plus agile. C'est quoi votre, je dirais, l'intelligence d'IBM sur ce sujet?
Alors déjà, IBM Consulting, c'est le plus grand cabinet de conseil au sein d'une boîte de tech. Voilà. Donc nous, notre spécificité, c'est de prendre les technologies, prendre l'innovation, parce qu'on est quand même 7 milliards de dollars d'investissement en innovation. En interne, vous ouvrez la boîte à outils. Et on se dit, on va l'appliquer pour le besoin de nos clients et surtout pour la transformation de nos clients. Donc on a des consultants qui maîtrisent la technologie, qui maîtrisent aussi l'innovation et qui comprennent les enjeux business de nos clients. Et on est là pour les accompagner dans leur transformation. Mais vous évoquez chez Cornerstone aussi les enjeux soft skills, c'est-à-dire non seulement il y a la résistance qu'il faut évidemment convaincre le salarié que c'est utile, mais il y a aussi les enjeux soft skills, c'est les postures, l'attitude. Expliquez-moi. Alors déjà, Vincent parlait effectivement de changements culturels. J'ai envie de dire, il y a des changements culturels parce que c'est transgénérationnel. Il y a 4 voire 5 générations qui exactement. bossent dans la même Quand on boîte. regarde chez IBM, il y a aujourd'hui 4 générations. Oui. La génération alpha va arriver. Il va falloir prendre en compte les nouvelles spécificités. Celle qui a connu le téléphone à cadran. Et donc, par exemple, les formations qui étaient des formations classiques qu'on faisait avec les baby boomers. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est-à-dire qu'on fait des hackathons, on met de la vidéo, on les met en situation, on les engage, on les motive. Donc ça a énormément évolué et on doit tenir compte effectivement des spécificités générationnelles. Vincent Béliveau, même problème pour vous. Adapter la formation au profil des personnes que vous accompagnez. Tout à fait. Deux points là-dessus. Premièrement, notre spécialisation, ce sur quoi on travaille très très fort, c'est d'accompagner les clients pour à la fois répondre aux besoins de l'entreprise. L'entreprise a un plan stratégique, a des objectifs de formation numérique ou autres vraiment clairs. Et accompagner chacun des collaborateurs. C'est impossible pour aucun département de formation, RH ou direction, de mapper toutes les formations nécessaires, toutes les compétences à développer. Le monde avance tellement vite, il se complexifie tellement qu'on offre à la fois les outils pour donner les moyens aux collaborateurs de se former par eux-mêmes, tout en offrant la capacité d'automatiser les formations réglementaires ou obligatoires, si vous voulez, dans l'entreprise. Oui, je vous écoute. Non, pendant que vous m'expliquez tout cela, au même moment, pendant que vous accompagnez et que vous essayez d'être au plus près des besoins, est arrivé il y a presque un an maintenant une accélération sur l'IA qui est venue se surrajouter, oui. Espèce d'angoisse existentielle de se dire, bon déjà le numérique disruptait mon orga, alors l'IA me fait perdre mon job. Vous êtes confronté à ça? Mais je veux juste compléter sur la partie soft skills dont vous parliez. On a une étude, on a racheté une société qui s'appelait Skyhive qui étudie toutes les compétences en demande à travers partout dans le monde, dans les offres d'emploi, dans les publications, dans tout ce qui se trouve sur l'Internet et au-delà. Et il y a une augmentation de 400% de la demande pour des compétences en IA générationnelle. 441%. 441%. On a le chiffre qui va Merci. s'afficher. Tout à fait. Et par ailleurs, on a quand même 3 fois plus de demandes, un peu plus que ça en Europe, pour les compétences dites soft skills. Donc les compétences où l'humain vient compléter l'IA, si on veut. Évidemment. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Alex, 75% des PDG, ça je pense que ce chiffre-là, vous l'avez dans votre scope, pensent que l'avantage concurrentiel dépendra de celui qui possède l'IA générative. Vous voyez, on est rentré dans le débat de l'IA génératif. La transfo numérique est permanente. Et là-dessus, il faut aussi imaginer l'outil IA qui va venir se pluguer sur tous les métiers, globalement pour le dire simplement. Les PDG en ont conscience. Pour eux, c'est la clé. Oui. Alors maintenant, il faut l'exécuter. On est d'accord. Il faut l'exécuter et on s'aperçoit, on n'a pas parlé aussi de fracture numérique parce que ça s'accompagne aussi, on l'a vu dans le cadre du Covid, aujourd'hui lorsqu'on regarde l'électronisme, c'est 17% de la population. Donc aujourd'hui, notre enjeu c'est à la fois d'acculturer l'ensemble et chez IBM, on s'est fixé un objectif de former 30 millions de personnes dans le monde à horizon 2030. Comment ça se décline sur la France? On a mis en place une plateforme qui s'appelle SkillBuild, qui permet à tout à chacun, de manière totalement ouverte et gratuite, de pouvoir se former avec des tutos sur une plateforme, sur l'ensemble des technologies. Et à chaque fois, on viendra ajouter des contenus en fonction des technologies. On se plug à la plateforme, on va chercher du contenu librement. Donc ça, c'est le premier point. L'autre volet, c'est on s'est aussi associé avec la société Formation Simplon, qui permet effectivement... Qui est venu sur ce plateau. Voilà, exactement. Et donc, on leur fournit cette plateforme SkillBuild de manière à pouvoir, en premier lieu, acculturer les gens. Et le troisième volet pour nous, c'est la mise en place d'académies. Par exemple, sur les grands systèmes, vous savez, dans les banques, il y a des grands mainframes, des grands systèmes, et aujourd'hui, on est en pénurie de ressources. Donc, on a créé des académies dans 5 régions de France. Vous avez donc les Hauts-de-France, vous avez l'Occitanie, vous avez le Grand Est, par exemple.
Et l'idée, c'est de construire des promotions, développer des promotions, donc dans une logique d'inclusion. On travaille avec France Travail pour remettre sur le marché et flécher des vers gens les métiers du numérique. Et donc upskiller avec ces nouvelles technologies. Vincent Béliveau, 64% des CEO affirment que le succès de l'IA dépendra davantage de l'adoption par les utilisateurs que de la technologie elle-même. Une fois que le PDG l'a dit en COMEX, vous le dites, il faut l'appliquer et il faut que tous les collaborateurs jouent avec, s'emparent de l'outil sans en avoir peur. On est bien d'accord ? Il y a une dimension psychologique, formation, il y a une dimension culturelle. Communication. Et aussi, je rajouterais une dimension de donner l'exemple, démontrer l'utilisation d'outils d'IA jusqu'au comité de direction pour avoir des histoires racontées bien concrètes de valeur ajoutée. Parce que l'IA, ça bloque un peu, hein. Les PDG en ont conscience, mais une fois qu'on a sur la table le coût d'installation du logiciel IA et de ce que ça va coûter à l'entreprise, très souvent, le PDG dit « Attendez, ça nous coûte cher ». Vous avez ça aussi à gérer. C'est l'un des obstacles. Un autre des obstacles aussi, c'est la compétence disponible dans le marché. Eh oui. J'en parlais tout à l'heure, une augmentation de 400% des compétences demandées, 441%. Il n'y a pas le même vivier de potentiel dans le marché. Impossible. Donc forcément, il faut développer ces collaborateurs-là. Si on veut les développer, comment on fait ? On doit comprendre la compétence en interne de façon très pointue pour voir les compétences adjacentes et ensuite recommander, basculer de vivier où on a moins de demandes, mais où on a beaucoup de capacités. C'est un gros boulot pour les RH. C'est le grand sentier des DRH. On accompagne beaucoup de clients sur la création d'une dynamique orientée compétences, redéploiement de ressources orientées compétences. Et c'est vraiment le futur du marché. Il n'y a pas de choix. Diagnostiquer, entendre et ensuite ventiler, reformer pour les amener à la bonne compétence. Avant de nous quitter, le numérique a encore un très très bel avenir devant lui. On est loin d'avoir fermé la page du numérique. Le numérique, on est début de l'ère du numérique. C'est comme dire... parce qu'on voit que les technologies évoluent en permanence. Qui aurait prédit que ChatGPT allait révolutionner effectivement le monde du travail, la société dans son ensemble. On le voit avec toutes les annonces, DeepSeek, etc. On est tout le temps en recherche aujourd'hui de nouvelles technologies pour s'améliorer. Début d'une histoire, vous êtes d'accord avec Alex ? Pour moi, c'est un peu comme quand il y a eu l'électricité. On n'a pas dit c'est le début de l'électricité, on continue à l'utiliser, ça commence à évoluer, ça se transforme, etc. C'est devenu une commodité. Par contre, c'est aussi le début d'une accélération du rythme de changement dans le monde et la capacité à apprendre, créer une culture d'apprentissage dans une entreprise, mais aussi auprès de vos enfants. Mes enfants, je leur en parle toujours. Être capable de se réinventer, apprendre à apprendre, c'est la compétence clé pour demain dans un monde qui évolue de façon toujours plus rapide. Et dans un monde fragmenté, puisque vous l'évoquiez, 17% des Français sont coupés du numérique et n'ont pas cette culture. Donc il y a un vrai travail aussi de pédagogie. Alors, merci à vous, messieurs. Allez-y, terminez. Parce que non, simplement, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on regarde la génération, ce qu'on parlait de transgénérationnel, la nouvelle génération est à 4%, mais on regarde les gens qui ne sont pas dans un circuit d'éducation, de pédagogie, ils sont à 17%. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'aussi, il y a des gens qui sont laissés de côté. Merci Alex Bauer, directeur général IBM Consulting. Et merci à Vincent Béliveau de nous avoir rendu visite. Vous êtes Chief International Officer chez Cornerstone, avec un enjeu édition de logiciel, et on l'aura compris, d'accompagnement et de formation, qui est l'autre volet de votre entreprise. Merci à vous, messieurs. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On termine, on ne va pas être dépaysé. On va continuer à parler de l'IA, et on en parle tout de suite avec notre invité dans Fenêtre sur l'emploi. On va parler de la CSRD. Vous savez, c'est le mot qui hérisse les cheveux des RH et des dirigeants. Fenêtre sur l'emploi pour parler alors d'un mot qui hérisse un tout petit peu, en tout cas qui agace, la CSRD, directive européenne qui va s'imposer, qui est contestée, il faut le dire, et on va en parler évidemment avec notre invitée Camille Steinhorn. Vous êtes directrice Europe de l'impact ESG chez Lefebvre Dalloz, qui d'ailleurs se numérise, il faut le préciser, pour prolonger le débat que nous avons eu. C'était des pages, papier, puis petit à petit les choses se numérisent et c'est passionnant. Sur cette question de la CSRD, il y a des résistances. J'ai vu la NDRH, l'Association nationale des DRH, qui animait une table ronde sur ce sujet. On voit des dirigeants qui s'opposent, on voit beaucoup de personnes qui s'opposent à ces normes. Les choses sont inéluctables. La directive va devoir s'appliquer en 2025 aux entreprises françaises. Là, aujourd'hui, en tout cas, c'est le droit français qui s'impose et c'est effectivement la directive telle qu'elle a été transposée. Là, elle est en discussion au niveau européen pour être revue.
On ne sait pas encore comment ces choses-là vont aboutir. Donc elle n'est pas encore redescendue et transposée par les pays, par la France. En France, si, bien sûr, elle a été transposée. Il y a des entreprises qui ont d'ailleurs largement avancé. Les entreprises dites de la vague 1 qui doivent reporter en 2025 ont déjà sorti des rapports. Donc ça a commencé. C'est plutôt pour les plus petites entreprises que la question est en cours. Alors, il y a un livret CSRD Essential pour que les gens comprennent bien ce que c'est. Et c'est important de faire de la pédagogie, parce que parfois on critique sans comprendre. Et donc, il y a ce livret. Et puis, quelques mots, si vous en êtes d'accord, sur l'enjeu ESG et la puissance des enjeux ESG aujourd'hui. Donc, quel est l'équivalent de la RSE, pour le dire en termes RH, ESG plutôt dans le domaine de la finance. Là aussi, c'est quoi? C'est des enjeux contraignants ou ce sont des opportunités, ces enjeux ESG, ou ces contraintes ESG? Je dirais évidemment les deux, mon capitaine. Et d'ailleurs, si on reprend la CSRD, c'est comme ça qu'elle le dit. Elle impose de mesurer les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, qui concernent l'entreprise et d'identifier à la fois les risques et les opportunités liées à ces enjeux-là. Et c'est bien comme ça qu'il faut que les entreprises l'abordent, c'est d'identifier les deux et notamment les leviers de création de valeur parce qu'il y en a. Alors ça, c'est un vrai sujet, et ça, c'est pour tordre le cou à tous ceux qui expliquent que c'est beaucoup plus de contraintes et de freins que d'opportunités. Vous dites l'inverse, parce que l'ESG ou la RSE, et ça intéresse les entreprises, c'est aussi un secteur créateur d'emplois. Oui, tout à fait. On ne le dit jamais, ça. Oui, mais ça a été mesuré d'ailleurs par plein d'entités. Prenons l'organisme gouvernemental qui est le secrétariat général à la planification écologique qui estime qu'il y aura quand même 150 000 emplois créés autour de la RSE d'ici 2030. C'est demain. Ça veut dire quoi? On accompagne, c'est des consultants, c'est des personnes pour expliquer, pour former? Oui, entre autres, vous allez avoir effectivement des auditeurs RSE, vous allez avoir des stratèges RSE, des chefs de projet capables de gérer toute la démarche de durabilité, vous allez avoir des contrôleurs de gestion capables de gérer ces données extra-financières qui sont particulières, vous allez avoir toute la finance verte, donc il y a beaucoup de métiers autour de ces sujets-là. Je dirais pas forcément des métiers créés pour être dédiés à 100% à ces sujets-là, mais plutôt des métiers qui existent déjà et qui doivent être capables d'intégrer les enjeux de la transition écologique. Si j'entends bien ce que vous me dites, et c'est intéressant d'avoir quelqu'un sur un plateau qui, pour le coup, ne critique pas la CSRD, parce que Dieu sait si ce plateau a parfois beaucoup de dirigeants qui l'ont critiqué. Vous dites, il faut être optimiste, c'est un outil, c'est un levier efficace. Surtout, c'est un levier qu'on doit prendre comme un outil d'abord d'analyse stratégique. On doit le prendre comme un outil qui doit servir notre pérennité, notre prospérité, et pas comme une contrainte réglementaire. On peut décider de le prendre comme ça. C'est pas forcément ce qui va le créer le plus de valeur. Et il se trouve que la démarche imposée par la CSRD commence par une analyse d'impact, qui est une analyse pour la stratège que je suis, qui est assez formidable et qui vient compléter les outils d'analyse stratégique existants, qui peuvent être le Pestel, les matrices BCG, etc., et qui vont nous obliger à regarder des éléments qu'on ne regardait pas forcément jusque-là. C'est vrai. Sur l'environnement, le social, l'éthique, et qui sont déterminants aujourd'hui et demain encore plus pour le business de toutes les entreprises. Donc, beaucoup disent qu'aujourd'hui, il faut prendre ce virage de la CSRD si on veut ne pas rester sur le quai du développement économique. C'est ça votre développement. Merci en tout cas d'être venu nous rendre visite, Camille Steinhorn, directrice Europe de l'impact ESG, donc experte et stratège de ce sujet chez Lefebvre Dalloz. Merci de nous avoir rendu visite et je pense que vous viendrez nous débattre avec nous de ce sujet, peut-être avec des contradicteurs qui n'ont peut-être pas le même point de vue. Et c'est intéressant d'avoir un débat sur cette CSRD, acronyme un peu barbare. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Xavier à la réalisation, merci à notre ami du son et merci évidemment à Nicolas Juchat et merci à Alexis au son aujourd'hui. Merci à vous, merci de votre fidélité, je vous dis à très bientôt. Bye bye.